Alors dans cette séquence, je vous parlerai des antithrombotiques. Qu'entendons-nous par antithrombotique? Pourquoi parlons-nous de ces molécules-là? L'usage des molécules antithrombotiques est lié à la fois à la prévention et à la fois au traitement des thromboses artérielles et veineuses. Quels sont les différents traitements antithrombotiques? Alors parmi eux, nous retrouverons les antiplaquettaires que vous voyez en haut, qui sont utilisés dans le traitement et la prévention des thromboses artérielles. Au milieu, vous avez les anticoagulants qui sont administrés dans la prévention et le traitement des thromboses veineuses et qui peuvent être aussi utilisés pour les pathologies artérielles. Et puis le troisième, les fibrinolytiques, qui eux sont utilisés à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, notamment de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Il peut être aussi utilisé dans l'embolie pulmonaire massive et il a pour objectif de lyser, donc de casser rapidement le thrombus. Alors, afin de comprendre comment fonctionnent les traitements antithrombotiques, il est nécessaire de détailler les différentes étapes de l'hémostase. Alors, chaque catégorie d'antithrombotique va agir à différentes étapes de cette hémostase. Revenons donc sur ce qu'est l'hémostase. L'hémostase a pour fonction de préserver l'intégrité vasculaire. Elle met en jeu notamment trois grands systèmes physiologiques. Vous aurez visuellement les trois systèmes avec en premier l'hémostase primaire qui met en jeu l'action des plaquettes sanguines. Vient ensuite la coagulation qui fait intervenir une cascade d'enzymes ou de facteurs de coagulation. Et la troisième étape, la fibrinolyse. Que se passe-t-il durant ces trois étapes de l'hémostase? Au cours de la première étape, qui est définie et appelée l'hémostase primaire, elle consiste schématiquement à la formation d'un agrégat de plaquettes, donc un ensemble de plaquettes qui s'agglutinent les uns avec les autres, afin d'obstruer rapidement la brèche vasculaire. Vous avez dans la deuxième étape, qui est intitulée et appelée la coagulation, une succession de cascades que vous voyez plutôt sur la partie gauche. Elle vient consolider cette étape de coagulation, l'agrégat plaquettaire qui a été effectué en étape 1 grâce à la formation de fibrine. Et cette fibrine, elle est obtenue notamment par une cascade, une succession de cascades enzymatiques pour former ce que l'on appelle le thrombus. Une fois que le thrombus est formé, pour terminer le cycle de l'hémostase, il y a l'étape numéro 3 qui consiste en la fibrinolyse. Elle intervient dans la destruction de la fibrine par action aussi enzymatique et va donc agir sur la destruction du thrombus qui a été créé précédemment dans l'étape numéro 2. Alors maintenant que nous avons revu ensemble les étapes de l'hémostase, nous allons mettre en lien l'étape de l'hémostase et les différents traitements antithrombotiques. Donc en premier dans l'hémostase primaire, dans la phase numéro 1, l'étape numéro 1, c'est la zone d'action privilégiée des antiagrégants plaquettaires. Dans l'étape numéro 2, qui est l'étape de la coagulation, c'est la famille des anticoagulants qui aura une action ciblée sur cette étape. Et dans l'étape numéro 3, c'est la famille des fibrinolytiques qui aura une action privilégiée sur l'étape appelée fibrinolyse. Quelles sont les différentes classes pharmacologiques parmi les antithrombotiques? Vous aurez la première, qui est la classe des antiagrégants plaquettaires. En exemple, je vous ai mis notamment l'aspégique, le plavix, l'effiant et le brilique. Une deuxième famille que vous pouvez rencontrer, donc c'est les anticoagulants, où nous retrouvons 4 catégories. La catégorie des héparines non fractionnées, avec notamment l'héparine sodique IV, l'héparine calcique sous-cutanée. Une autre famille parmi les anticoagulants qui est appelée l'héparine de bas poids moléculaire, couramment appelée HBPM, parmi lesquelles vous retrouvez notamment l'Olovenox, l'Inoep, l'Arixtra, qui fait partie des autres anticoagulants, les fraxiparines, la fragmine. Vous avez aussi parmi ces anticoagulants la famille des antivitamines K, couramment appelée AVK, où vous retrouverez la coumadine, le Cintron, le Préviscan, et enfin vous avez les anticoagulants oraux directs ou NACO, nouveaux anticoagulants oraux, comme l'Eliquis, le Xarelto, le Pradaxa. Là, on était dans cette deuxième famille que sont les anticoagulants. Dans la troisième famille, vous avez les fibrinolytiques, avec notamment les thérapeutiques suivantes que vous pouvez retrouver, l'actylyse et la métallyse. Alors, je ne suis pas exhaustif dans l'ensemble des thérapeutiques citées, ce sont des exemples des thérapeutiques les plus utilisées. Maintenant que vous savez à quelles sont ces différentes familles d'antithrombotiques, l'idée ça va être de s'arrêter sur les surveillances
et le rôle propre que vous allez avoir ou le rôle sur prescription. Au niveau des antiagrégants plaquettaires, il n'y a pas de surveillance biologique spécifique pour évaluer l'efficacité et l'innocuité. La surveillance principale qu'il va avoir consiste en une surveillance clinique du risque hémorragique. En quoi consiste cette surveillance du risque hémorragique? Elle consiste à la surveillance de l'absence de saignement externalisé, notamment par une gingivorragie, des épistaxis ou des saignements internes qui peuvent se manifester par des hématomes, des signes d'AVC. Parmi la famille des anticoagulants, nous allons commencer par les héparines non fractionnées et notamment par la particularité de l'héparine sodique. Vous allez surveiller l'efficacité de l'héparine sodique en contrôlant le TCA qui est le temps de céphaline activé, qui doit se trouver dans la zone cible entre 50 à 70 secondes ou 1,5 à 2,5 fois le témoin. Ce prélèvement TCA doit être réalisé 6 heures après le début de l'injection ou, s'il y a une modification de posologie, de vitesse d'administration, 6 heures après cette modification. C'étaient les éléments en termes de surveillance d'efficacité. En termes de surveillance d'innocuité, le dosage des plaquettes sanguines est à réaliser 2 fois par semaine pour éliminer le risque de thrombopénie induite à l'héparine. En ce qui concerne l'héparine calcique, la surveillance de l'efficacité est effectuée aussi par le dosage du TCA, qui doit se trouver dans la zone cible entre 50 et 70, ou, comme précédemment dit, entre 1,5 à 2,5 fois le témoin. Le prélèvement, lui, est à effectuer, est à programmer à mi-course entre 2 injections. Concernant la surveillance de l'innocuité, c'est aussi le dosage des plaquettes sanguines 2 fois par semaine pour éliminer le risque de thrombopénie induite à l'héparine. Les héparines de bas poids moléculaire, quant à eux, vous surveillez seulement l'efficacité dans le cas d'une injection à dose curative. Cette efficacité est mesurée avec l'anti-10A qui est effectué 3 à 4 heures après la première injection. Concernant la surveillance de l'innocuité, le dosage des plaquettes sanguines est à effectuer 2 fois par semaine, de façon à éliminer aussi un risque de thrombopénie induite à l'héparine. Toujours dans les anticoagulants, la famille des antivitamines K. Alors c'est une famille particulière puisque c'est un médicament à marge thérapeutique étroite qui nécessite un contrôle de son efficacité grâce à la mesure de l'INR, qui doit se trouver dans une valeur cible. Cette valeur cible est la plupart du temps entre 2 et 3, mais peut varier en fonction d'indications thérapeutiques. Donc il faut se référer à la prescription médicale. Concernant la surveillance de l'innocuité des AVK, le risque principal est un risque thromboembolique si le dosage, l'INR, est inférieur à la valeur cible, et un risque hémorragique si l'INR est supérieur à la valeur cible. Dans le cas cité entre une valeur cible entre 2 et 3, un INR inférieur à 2 entraîne un risque thromboembolique, un INR supérieur à 3 entraîne un risque hémorragique. Les anticoagulants oraux, eux, n'ont pas de surveillance biologique spécifique concernant l'efficacité, et l'innocuité est surveillée principalement dans le cadre du risque hémorragique. Et il faut avoir une insistance particulière sur cette surveillance puisque, à ce jour, il n'y a pas d'antidote vrai à ces thérapeutiques nouvelles. Dernière famille, les fibrinolytiques. Alors les fibrinolytiques, la surveillance de l'efficacité, il n'y en a pas spécifiquement d'un point de vue biologique. Par contre, il va y avoir une surveillance de l'innocuité majeure puisque l'objectif des fibrinolytiques étant de lyser le thrombus, il majeure de façon exponentielle le risque hémorragique. En résumé, les antithrombotiques nécessitent une surveillance biologique spécifique à chacune des familles thérapeutiques auxquelles elles appartiennent, mais il ne faut pas négliger la surveillance clinique, notamment des risques thromboemboliques et des risques hémorragiques associés. Vous trouverez à la fin de cette séquence l'ensemble des éléments bibliographiques. Merci pour votre écoute.